Mayotte au cœur de notre débat ce matin. Sur ce plateau, j'accueille Monsieur François Héran. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, anthropologue et démographe. Et avec nous également en ligne, cette fois, Nicolas Salvador, secrétaire de l'association Mayotte a soif. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur France 24. Je le disais il y a un instant, donc un enfant de 3 ans est mort du choléra sur l'île. Annonce faite par la préfecture hier. C'est le premier décès dû à la maladie depuis l'apparition des premiers cas à la mi-mars. Écoutez les précisions d'Anastasia Laguera, notre confrère de Mayotte la Première. Effectivement, cet enfant de 3 ans qui est décédé, il vivait ici à Koungou, dans un des bidonvilles de Mayotte où l'insalubrité règne. Et c'est ici même que les premiers cas de choléra ont été détectés, des cas importés par des personnes venues clandestinement des Comores. Ce décès intervient le jour de la venue à Mayotte du ministre de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valltou. Son premier déplacement sera d'ailleurs ici à Koungou. Il y a quelques jours, sur nos antennes, lui avait affirmé que la situation est sous contrôle, un discours qui a suscité des vives réactions, tant la situation ici est plutôt alarmante. Les renforts sanitaires se succèdent, mais les vaccins manquent, les bidonvilles pullulent et surtout les frontières sont toujours poreuses entre Mayotte et les îles voisines. La crainte, c'est que les barrages fassent leur retour en signe de protestation. D'ailleurs, depuis quelques jours, le bureau des étrangers de la préfecture de Mayotte est bloqué par des collectifs de citoyens. Voilà pour ces précisions d'Anastasia Laguera de nos confrères de Mayotte la Première. Nicolas Salvador, déjà une réaction de votre part à ce décès? C'est très grave ce qui se passe à Mayotte. Il y a beaucoup de cas depuis le 19 mars. Effectivement, il y a 58 cas. Il y a eu 3 cas autochtones dans les 58 cas. Et il y a 6 cas qui sont actifs aussi, du coup. Et ouais, c'est vraiment très grave ce qui se passe à Mayotte par rapport à un pays comme la France. Avec Mayotte fait partie de la France, donc c'est grave qu'il manque aussi des vaccins pour la population. La situation est sous contrôle, a déclaré le ministre de la Santé il y a quelques jours. Visiblement pas. Pas du tout, non, parce qu'il y a toujours des quotas qui arrivent, soit d'Afrique continentale, soit des Comores, essentiellement. Donc, du coup, il va y avoir d'autres cas qui vont être importés, c'est sûr, des Comores, vu que là-bas, il y a beaucoup de cas et beaucoup de décès. Monsieur Héran, comment on explique cette recrudescence du nombre de cas de choléra à Mayotte aujourd'hui? On parle de l'arrivée des migrants depuis les Comores. Est-ce que ça suffit? Je ne suis pas épidémiologiste, non. Je ne suis pas médecin. Ce que je sais, c'est qu'en France, l'idée selon laquelle les infections viennent de l'étranger n'avait pas été vraiment prouvée par les enquêtes. Il peut y avoir localement, le manque d'eau par exemple, est certainement une des raisons pour lesquelles le choléra peut se développer. On n'est pas obligé de faire la supposition que ça vient nécessairement de l'étranger. Mais plusieurs cas sont venus des Comores. Là, récemment, il y a eu des cas autochtones. Il faut faire... voilà, donc moi, comme je n'ai pas les faits objectifs à ma disposition, je ne peux pas du tout porter un jugement, n'étant pas du tout épidémiologiste. Voilà. L'idée étant d'évoquer aussi la situation sanitaire. On va y venir. On va notamment parler de l'accès à l'eau. Nicolas Salvador, l'ARS a mis en place un centre mobile de vaccination dans la commune de Koungou, où cet enfant est d'ailleurs décédé. 4058 cas contacts ont été vaccinés. Certains élus plaident pour une campagne de vaccination massive. Vous aimeriez que ce soit le cas, vous aussi? Oui, comme ça. Surtout dans les où il y a aussi des champions d'Europe à Kaweni, donc il faudrait aussi faire, ça serait bien pour préserver la population de cette grosse épidémie qui arrive. L'Agence régionale de santé dit qu'il y a une pénurie du vaccin au niveau mondial. Il faudrait essayer d'en importer d'autres pays qui nous aident, par exemple Madagascar ou d'autres pays proches de Mayotte. Monsieur Héran, donc vous êtes sociologue, démographe notamment. 77% des habitants de Mayotte vivent sous le seuil de pauvreté. La moitié, a priori, dit-on, dans des bidonvilles. C'est plus que dans n'importe quel département d'outre-mer? Oui, puisque en métropole, les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est 14%, quelque chose comme ça. Donc 77% contre 14%, c'est un énorme écart. Mais en même temps, Mayotte est quand même moins pauvre que les Comores, quoi. Donc c'est une situation assez particulière. C'est un département qui est beaucoup plus
riche par habitant que le reste de la région, hein, mais en même temps, c'est le plus pauvre des 101 départements français. Donc c'est ce paradoxe. Si vous voulez, il y a un géographe qui s'appelle, enfin j'ai oublié son nom, mais qui a étudié les frontières où il y a un énorme écart de développement entre deux pays mitoyens. Et il a dressé la carte mondiale de ces frontières qui ont des écarts de richesse très très forts. Eh bien, Mayotte fait partie des 10 frontières. La frontière entre Mayotte et les Comores fait partie des 10 frontières qui au monde ont le plus grand dénivelé de développement. Hein. Et souvent, d'ailleurs, ces frontières, par exemple, Israël avec la Palestine ou l'Arabie Saoudite avec le Yémen sont dans la liste, ont des murs ou ont des systèmes de protection très forts. Donc ça veut dire simplement que historiquement, la France, en essayant de développer Mayotte, pas du tout au niveau que les habitants souhaiteraient, c'est entendu, mais enfin quand même, en investissant assez tardivement dans Mayotte, a créé un écart de développement considérable. Donc une attractivité de l'île qui est structurelle, dont on ne peut pas se débarrasser comme ça du jour au lendemain par des dispositions simplement légales. Donc voilà un peu la situation. On parlera dans un instant plus en détail des questions migratoires. La députée Lyotte, Estelle Youssoufa, demande à ce que l'on ferme les frontières avec les Comores pour éviter l'importation de nouveaux cas. Nicolas Salvador, vous réagissez comment à cette demande? Vous la soutenez? Oui, je la soutiens tout à fait parce que sinon il va y avoir des nouveaux cas et ça va être très grave et il y aura vraiment des gros problèmes. Déjà que les HM en France depuis un bon moment, donc il faut vraiment fermer les frontières, que ce soit à Madagascar, aux Comores ou même l'Afrique continentale. Alors, on a eu plusieurs cas importés, mais là, je le disais, les derniers cas sont des cas autochtones. Donc, il y a une situation sanitaire à améliorer dans l'archipel. J'aimerais qu'on parle de la situation hydrique, la crise de l'eau. On en a beaucoup parlé dans l'actualité depuis la fin de l'année dernière, mais c'est un problème, une situation qui dure depuis des années, certains diront même depuis des décennies. Elle en est où, cette crise hydrique aujourd'hui, Nicolas Salvador? On est toujours à un jour sur deux de coupure d'eau. Et ça, c'est jusqu'en 2025, jusqu'à ce que normalement il y ait la future usine de dessalement qui va être faite à Héron-IB. On est toujours sur des coupures d'eau, on n'a plus de distribution de packs d'eau. Et voilà, il y a toujours les coupures d'eau. Et ça va pas finir. Des mesures avaient été mises en place par l'État, notamment la distribution d'eau. Chaque habitant avait droit à 1 litre d'eau par jour, c'est ça? Et vous estimez que ce n'était pas assez? Non, c'était pas assez et ça s'est arrêté fin février, début mars. Et, du coup, il faudrait que ça reprenne par rapport aussi à l'épidémie du choléra et qu'on ait plus accès à l'eau en fait. François Héran, 29... Ce problème de l'eau, il faut rappeler qu'il y a eu en 2017 une grande loi sur l'égalité réelle de l'outre-mer avec la métropole. Et dans cette loi qui normalement garantit le droit à l'égalité réelle, hein, c'est la formulation utilisée, on parle aussi de la politique de convergence, eh bien le droit à l'accès à l'eau potable fait partie des promesses qui avaient été faites en 2017, avec l'idée évidemment que cette égalité réelle entre métropole et outre-mer prennent du temps quand même. Voilà, donc on avait dit 2025, on avait dit 2030, enfin il y a des hésitations. Il faut, avant que les investissements et l'aide de la métropole puissent arriver au niveau souhaité, il faudra du temps. Mais ça, c'est tout le problème, un problème qui se pose d'ailleurs assez largement dans le reste des outre-mer. Hein. Mayotte, c'est une manifestation beaucoup plus aiguë, mais la question de l'eau, de l'accès à l'eau potable se pose également dans d'autres territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer. L'accès à l'eau potable et l'accès à l'eau courante, tout court. Selon l'INSEE, on va voir un chiffre s'afficher. 29% des logements à Mayotte n'ont pas d'eau courante. Ça semble énorme, François Héran. Comment on explique une telle situation ?
Bien, il faut quand même se rappeler que le développement de Mayotte, c'est assez récent. Pendant des décennies, la France s'était pas vraiment beaucoup occupée de Mayotte. C'est à partir des années 80 que la métropole, sous la pression évidemment des élus locaux notamment, des collectifs, commence à vraiment investir dans Mayotte. Mais que ce soit en termes de logement, d'éducation, il y a un retard de Mayotte considérable qui a été accumulé et il faudra du temps avant de le rattraper. Et l'eau, c'est quand même un besoin de base. Évidemment, c'est un besoin de base. C'est pour ça qu'il figurait expressément dans la loi de 2017 sur l'égalité réelle des Outre-mer et que maintenant, l'État doit effectivement prendre les moyens de respecter sa promesse. Mayotte, c'est un peu le territoire des promesses. On a fait beaucoup de promesses à Mayotte. Les gens y ont cru et on se rend compte aujourd'hui que ces promesses sont difficiles à tenir. Beaucoup de promesses. Est-ce que Mayotte, aujourd'hui, est un département délaissé par l'État? Est-ce qu'on peut le dire? En tout cas, c'est ce que beaucoup de Mahorais ressentent. On a l'impression d'être des citoyens de seconde classe, comme beaucoup d'autres maires, d'ailleurs, il faut le dire. Bien, vous avez cité tout à l'heure le taux de pauvreté. Vous avez, il y a 4 fois plus de pauvres proportionnellement à Mayotte qu'en le reste du pays. Non, la France a pas mal investi ces dernières années, mais elle investit avec retard, avec beaucoup de retard. Et évidemment, pour la métropole, ça coûte cher d'avoir un territoire à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Ça a son prix. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ce qui m'étonne actuellement, c'est la lourde insistance des autorités sur les questions juridiques, comme le droit du sol, on en parlera tout à l'heure, alors que les questions économiques devraient être totalement prioritaires. Devraient être au cœur. Nicolas Salvador, est-ce que vous avez l'impression d'être délaissé par l'État sur cette question de l'eau notamment et des infrastructures? Oui, parce qu'elles sont vieillissantes et il faut vraiment que l'État prenne en compte ça parce que sinon on va pas y arriver. C'est très très vieillissant, il y a des cases, il y a beaucoup de fuites et du coup ça fait perdre de l'argent à l'État et il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investissement de la part de l'État. Même si c'est un département qui est loin de la métropole. Alors, la connexion n'est pas de très très bonne qualité, mais on vous a entendu. François Héran disait à l'instant, parler de l'accès à l'eau potable. L'État, vu que l'eau potable est rare, l'État a plafonné le prix du pack d'eau en bouteille. Quel est ce prix aujourd'hui? Il me semble que vous dites qu'il est trop haut. Oui, ça a réaugmenté. Là, c'était 3,90 € pendant la crise de l'eau. Là, maintenant, à 4,14 €. Du coup, les prix réaugmentent. Et du coup, moi, personnellement, je ne bois plus de l'eau du robinet. Donc là, je dois aller acheter un pack d'eau parce que je ne peux plus boire de l'eau du robinet. Les 2 seules fois où j'ai bu de l'eau du robinet, j'ai été malade. Donc du coup, c'est vraiment un budget, l'accès à l'eau à Mayotte. Tout ce qui est bouteille d'eau, c'est vraiment un budget, oui, effectivement. Vous dites il y a urgence, c'est ça le message? C'est ça, exactement, il y a vraiment urgence. Oui, oui. Et qu'est-ce qui a été annoncé par l'État? Là, plus rien. Depuis qu'on est revenu un jour sur 2, il n'y a plus de distribution d'eau. On doit repayer les factures depuis mars. Il y a eu statu quo de l'État. Il n'y a eu plus aucune nouvelle. Monsieur Salvador, on me dit qu'on va vous retrouver dans un instant par téléphone en espérant que la liaison sera un peu meilleure. François Héran, vous venez d'entendre ce qui vient d'être dit, le prix des packs d'eau plafonnés. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres départements français? Non, pas que je sache. Enfin, je suis pas un spécialiste de la question de la distribution de l'eau. Et là encore, il faudrait certainement un expert différent. Mais ce que je sais, par contre, ce que l'on sait, que l'INSEE, qui travaille dans la région de façon très intense, mais qui a multiplié les publications là-dessus, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le budget des Mahorais est grevé par le fait que les prix, notamment les prix alimentaires, sont nettement plus élevés dans l'île qu'en métropole, hein, c'est certain. Donc, du coup, les factures, vous savez, à Mayotte, on le dit beaucoup dans le langage courant, les factures, je dois payer les factures. Et une partie de la population regrette le temps où, finalement, on vivait dans une économie de subsistance agricole, on mangeait ses propres produits, etc. Bon, c'est de moins en moins le cas maintenant. Et du coup, effectivement, les factures ou la facture s'alourdit, notamment dans la consommation alimentaire et l'eau n'est qu'un exemple
parmi d'autres. L'eau, justement, il y a une précision que je n'ai pas apportée et que j'apporte maintenant. Le prix des bouteilles d'eau potable a été plafonné parce qu'au plus fort de la crise, certains revendaient des packs à 10 ou 12 euros, ce qui paraît incroyable pour de l'eau potable quand nous, on a de l'eau potable au robinet. Vous parlez du coût de la vie, c'est ça, 10% plus cher en moyenne, dit-on, à Mayotte. C'est le cas aussi dans beaucoup de départements d'outre-mer. Comment on explique cette situation ? C'est par l'éloignement, par la faiblesse des productions locales. L'agriculture locale est vraiment en détresse. Il y a eu quelques produits comme la vanille ou d'autres, mais qui ont périclité. Donc effectivement, Mayotte, par exemple, le riz doit être importé de l'extérieur. Et je signale au passage que l'INSEE suit l'évolution de la population de l'île, non seulement par des opérations de recensement et d'enquête, mais aussi en regardant les importations de riz, comment elles évoluent. Et en gros, les Mahorais consomment par personne et par an à peu près autant de riz que les Malgaches ou les Comoriens. Hein. Et donc, si on fait l'hypothèse qui est souvent avancée que l'INSEE est complètement manque une partie importante de la population, qu'il y aurait plutôt 600 000 habitants que 300 000, quelque chose comme ça, eh bien, ça voudrait dire que l'importation de riz, la consommation de riz qu'on connaît parfaitement, ferait que les Mahorais mangeraient 2 fois moins de riz que les Malgaches ou 2 fois moins de riz que les Comoriens. C'est complètement absurde. Hein. Le recensement de la population par l'INSEE est tout à fait solide et sérieux. On ne serait pas aussi face à la grande distribution qui augmenterait ses marges au prétexte qu'il faut importer des produits de très loin? Ça, c'est pas avéré par des chiffres. La rareté, la pénurie, les temps de crise favorisent toujours un certain nombre de trafics et modifient les règles du marché. Hein. Ça, c'est classique et il est normal que l'État intervienne de façon autoritaire pour empêcher ce type d'exaction ou de profit légitime. Ouais. Le ministre de la Santé est en visite aujourd'hui et demain à Mayotte. On le disait tout à l'heure, notre confrère de Mayotte, la première, le disait il y a un instant. Cette visite, elle a plusieurs enjeux. L'idée étant initialement de parler de l'efficacité, disait le ministre, du plan mis en place contre le choléra. Il s'agit aussi de réaffirmer un soutien au milieu hospitalier qui est encore plus fragilisé par ces cas de choléra, puisque Mayotte est le plus grand désert médical de France, 3,5 fois moins de médecins qu'en métropole par habitant. Les effectifs actuels ne permettent pas de faire face à l'afflux de patients. Les services des urgences du centre hospitalier de Mayotte, le service, fonctionne avec 5 postes pourvus sur 44, selon son directeur. Nicolas Salvador, secrétaire de l'association Mayotte a soif. On vous retrouve, vous êtes avec nous. La situation des hôpitaux, c'est quelque chose qui vous inquiète également? Du manque de personnel? Oui, il manque vraiment de personnel, oui. Si par exemple on a vraiment un gros problème, on ne pourra pas faire face à ces situations-là en fait. Et que ça soit dans la vie courante ou même par rapport au choléra, en fait, il manque vraiment de médecins à Mayotte. Et il faudrait que Mayotte soit plus attractive par rapport aux médecins en fait. Du coup, sinon, ce problème va toujours se poser. Comment on explique ce manque de médecins à Mayotte? Déjà, il y a l'insécurité, le manque d'eau. En fait, c'est le contexte en fait qui fait que le Mayotte n'est pas attractif au niveau de la vie, de la cherté, de l'insécurité, des embouteillages. Voilà. C'est le contexte global qui fait que le Mayotte n'est pas attractif pour le moment, en tout cas. Un contexte global, et du coup, qu'est-ce qui se dit au niveau, qu'est-ce qu'il en est de la politique sur l'archipel? Comment sortir de cette situation? Les gens essayent de mettre en œuvre pour qu'il y ait plus de médecins, mais pour le moment ça marche pas. Ils essayent de mettre des primes à la venue, même faire des contrats courts pour les soignants, à faire appel à la réserve aussi, et voilà.
François Héran, un mot sur cette situation des hôpitaux. Monsieur Salvador parlait du manque d'attractivité de Mayotte. On parle de l'insécurité, on parle du coût de la vie. Vous le rejoignez là-dessus? Il y a effectivement d'énormes difficultés de recrutement du personnel de santé à Mayotte. Et dans les territoires périphériques, éloignés, etc. C'est un problème général, mais il est particulièrement aigu à Mayotte. Et c'est vrai qu'on peut faire tous les plans d'investissement possibles sur le système hospitalier à Mayotte, sur le système de santé. Si on n'arrive pas à recruter des personnels qualifiés, ça restera très très problématique. Oui, parce que là, l'idée est de construire un deuxième hôpital, mais pareil, si on ne peut pas recruter de personnel, ça ne sert à rien. J'aimerais qu'on parle de l'immigration. On l'a évoqué tout à l'heure. Mayotte fait l'objet de nombreuses visites ministérielles ces derniers mois. Le ministre de la Santé aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines, la ministre déléguée aux Outre-mer la semaine dernière, il me semble. Visite centrée sur la lutte contre l'immigration. Marine Le Pen était là récemment sur la même thématique. On a l'impression que beaucoup de maux dont souffre Mayotte sont mis sur le compte de l'immigration. Nicolas Salvador. Oui, effectivement, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. À juste titre ou pas? Voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui et non, en fait, parce que il y a aussi les élus qui ont peut-être leur part de responsabilité, l'État aussi, vu qu'il n'y a pas assez d'investissement. Donc, du coup, même si ça reste Mayotte, ça reste la France, il faut qu'il y ait plus d'investissement dans tous les cas de l'État, en fait, même par rapport à l'immigration, en fait. Comme ça, au moins, il y aura, je sais pas comment dire, mais il faut qu'il y ait plus d'investissement de l'État. François Héran, vous êtes d'accord? Plus d'investissement, l'immigration n'est pas la raison de tous les maux. Je crois que M. Salvador a une sage vision de la question, parce qu'effectivement, la tendance actuelle, c'est de tout mettre sur le dos de l'immigration, sur le compte de l'immigration. Bon, il faut rappeler que c'est quand même une immigration très particulière. C'est une immigration qui vient des Comores, qui est un pays dont effectivement l'archipel a été détaché. S'il vous plaît, vous qui connaissez ces chiffres. D'après les chiffres de l'INSEE, il y a quasiment la moitié de la population est née à l'étranger et au moins 30% est née en Anjouan, qui est la grande île la plus proche des Comores, située seulement à 70 km. Donc tout ça est très proche. C'est une migration avec beaucoup de liens familiaux, c'est une même culture, encore très très marquée par l'islam, un islam modéré, mais qui imprègne profondément les habitudes culturelles, la vie familiale, etc. Donc il y a une communauté de culture, une proximité géographique. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une migration importante entre les Comores et Mayotte. Alors évidemment, aujourd'hui, cette migration de cousins, en quelque sorte, est qualifiée de migration étrangère, si ce n'est d'immigration ennemie. Alors c'est vrai que le régime des Comores est un régime dictatorial. Il y a eu je ne sais combien de coups d'État depuis des années 50. Donc il y a aussi des raisons politiques qui font que les personnes souhaitent évidemment échapper au système des Comoriens qui est terrible et qui a créé une situation désastreuse sur le plan économique aux Comores. Ça, je ne l'ignore pas. Mais il y a des causes structurelles à l'immigration. Il y a d'ailleurs eu un rapport du Sénat après une visite sur place qui a été publié il y a quelques années et qui explique que la migration entre les Comores et Mayotte, elle est structurelle. On ne voit pas quels sont les facteurs, les raisons qui permettraient de la réduire, d'envisager sa réduction, une baisse dans les années à venir. Et donc, c'est vrai que toutes les îles, tous les archipels dans le monde entier ont des migrations intenses. Quand on regarde le bilan des migrations, l'intensité des migrations à travers le monde d'un pays à l'autre, ce sont les archipels qui connaissent les plus fortes émigrations. Parce qu'il n'y a pas de frontières ? Parce que c'est pas uniquement, c'est parce que même dans de petites îles-États des Caraïbes, du Pacifique, etc., l'émigration est forte parce que pour développer un projet, pour faire des études universitaires supérieures, par exemple, il faut quitter l'île. Il n'y a pas d'université, par exemple, à Mayotte. Il y a un petit centre universitaire, mais et donc voilà. Et donc l'idée qu'on va pouvoir réduire drastiquement la migration vers Mayotte,
rompre les liens avec les Comores, même s'il y a eu traditionnellement depuis longtemps un séparatisme très fort de Mayotte par rapport aux Comores. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont choisi la France lors des référendums successifs. Cette migration, elle reste forte. Et d'ailleurs, il y a un indicateur très intéressant qui a été publié par l'INSEE, c'est que les mariages mixtes sont considérables. Il y a un tiers des mariages aux Comores qui sont des mariages entre étrangers et à Mayotte, entre étrangers et mahorais. Et évidemment, la plupart de ces étrangers, entre guillemets, sont des Comoriens. Donc, un tiers de mariages mixtes, alors qu'en France, les mariages mixtes, c'est peut-être 11, 12, 13%, quelque chose comme ça. Donc, c'est considérable et ça prouve aussi que cette migration relie quand même deux communautés qui ont des liens historiques, anthropologiques, économiques très forts. Et donc, traiter cette migration comme migration étrangère, la disqualifier, qualifier ces migrants des Comoriens comme carrément des ennemis, alors que ce sont plutôt des frères ennemis, c'est quand même extrêmement problématique. Et c'est toute la tragédie, de Mayotte. Il nous reste une minute. Oui, votre avis sur ce lien qui est fait entre insécurité et immigration étrangère. Le lien, il est réel, même s'il n'est pas total, parce qu'il se trouve que Mayotte vit sous un régime d'exception du point de vue légal, et que, par exemple, il n'y a pas d'accueil des mineurs non accompagnés par les départements d'action sociale, de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, du coup, on a des milliers de jeunes qui errent comme ça, seuls, qui doivent se nourrir sur la population, qui commettent toutes sortes d'exactions. Et donc, effectivement, la population a beau jeu. On la comprend très bien, et on comprend très bien ses souffrances, de se plaindre de ce que tous ces jeunes sont complètement déboussolés, attaquent les lycées, envahissent les places publiques, etc., et créent l'insécurité en question. Mais là encore, c'est l'investissement de l'État. Alors Gérald Darmanin avait proposé des centres d'éducation militaire pour enfermer ces jeunes, les mettre à l'abri, les socialiser, les intégrer dans la République. Bon, c'est un peu une solution du style 19e siècle. Enfin, je ne pense pas du tout que c'est comme ça qu'on pourra agir. Et donc, à mon avis, l'avenir de Mayotte, alors je sais que c'est très discuté, mais enfin, c'était quand même d'essayer d'établir une négociation, un espace de circulation correct avec les pays environnants, et ne pas simplement miser sur l'alignement de Mayotte sur la métropole. Mayotte n'est pas isolée dans l'océan Indien, et il y a eu un début de négociation pour essayer de définir un espace de circulation. C'est compliqué, ça demande beaucoup plus d'imagination que de doubler le nombre de gendarmes ou de policiers. Et ça a été interrompu sous le gouvernement d'Édouard Philippe, parce que des manifestations à Mamoudzou, des protestations d'élus locaux à l'Assemblée ont dissuadé le gouvernement, qui a aussitôt mis fin à ces négociations. Mais c'est dommage, parce qu'à mon avis, la solution à long terme, c'est pas l'emploi de la force, c'est l'investissement et la négociation avec le monde environnant. François Héran, sociologue, anthropologue et démographe, merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également à Nicolas Salvador. Je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association Mayotte a soif. Merci messieurs, restez sur France 24. On se retrouve dans un instant.